Alors, Marx, manuscrit de 1844. Des manuscrits qui ne seront pas publiés du vivant de Marx, mais dans lesquels on trouve un certain nombre de concepts importants et exposés de manière très claire. Le texte que je vous propose, il est tiré de la section sur l'aliénation, et sans surprise, il va porter sur le concept d'aliénation. C'est un concept qu'on avait déjà abordé à la fin du cours sur la culture, si je ne me trompe pas. Non, c'est bon? Tout va bien? Alors, je lis le texte, nous partons d'un fait économique actuel. L'ouvrier devient d'autant plus pauvre qu'il produit plus de richesses, que sa production croît en puissance et en volume. L'ouvrier devient une marchandise au prix d'autant plus bas qu'il crée plus de marchandises. La dévalorisation du monde humain va de pair avec la mise en valeur du monde matériel. Le travail ne produit pas seulement des marchandises, il se produit lui-même, ainsi que l'ouvrier, comme une marchandise, dans la mesure où... J'ai l'impression que Roderick fait quelque chose qui vous distrait tous. Hein. Ah, si c'est ça, effectivement, c'est désespérant. Bah si, Monsieur Piffreau, par exemple. Il a l'air d'être fasciné par ça, au lieu de m'écouter. Le travail ne produit pas seulement des marchandises, il se produit lui-même, ainsi que l'ouvrier, comme une marchandise, dans la mesure où il produit des marchandises en général. C'est un littéraire, Marx, ça se voit. Ce fait n'exprime rien d'autre que ceci. L'objet que le travail produit, son produit, se dresse devant lui comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Le produit du travail est le travail qui s'est fixé, matérialisé dans un objet. Il est l'objectivation du travail. Non, mais il y a des philosophes qui savent écrire et d'autres, bon, c'est pas tout à fait ça. La réalisation du travail est son objectivation. Dans le monde de l'économie politique, cette réalisation du travail apparaît comme la perte pour l'ouvrier de sa réalité, l'objectivation comme la perte de l'objet ou l'asservissement à celui-ci, l'appropriation comme l'aliénation, le dessaisissement. La réalisation du travail se révèle être à tel point une perte de réalité que l'ouvrier perd sa réalité jusqu'à en mourir de faim. L'objectivation se révèle à tel point être la perte de l'objet que l'ouvrier est spolié non seulement des objets les plus indispensables à la vie, mais encore des objets du travail. Oui, le travail lui-même devient un objet dont il ne peut s'emparer qu'en faisant le plus grand effort et avec les interruptions les plus irrégulières. L'appropriation de l'objet se révèle à tel point... J'en peux plus, il utilise tout le temps la même structure de phrase. L'appropriation de l'objet se révèle à tel point être une aliénation que plus l'ouvrier produit d'objets, moins il peut posséder et plus il tombe sous la domination de son propre produit, le capital. Toutes ces conséquences découlent du fait que, par définition, l'ouvrier se trouve devant le produit de son propre travail, dans le même rapport qu'à l'égard d'un objet étranger. S'il en est ainsi, il est évident que plus l'ouvrier se dépense au travail, plus le monde étranger, objectif, qu'il crée en face de lui, devient puissant, plus il s'approprie lui-même, et plus son monde intérieur devient pauvre, moins il possède en propre. C'est la même chose avec la religion. Plus l'homme projette de choses en Dieu, moins il en garde en lui-même. L'ouvrier place sa vie dans l'objet, mais alors celle-ci ne lui appartient plus, elle appartient à l'objet. Plus cette activité est grande, plus l'ouvrier est privé d'objet. Il n'est pas ce qu'il produit par son travail. Plus ce produit gagne en substance, moins l'ouvrier est lui-même. L'aliénation de l'ouvrier dans son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une réalité extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et devient une puissance autonome face à lui, que la vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile et étrangère. Voilà. Je ne me souvenais plus pourquoi je n'avais pas relu Marx depuis longtemps, et maintenant je m'en souviens. Parce que c'est proprement illisible.
Alors, que dit Marx dans ce texte? Dans ce texte tiré de la section aliénation des manuscrits de 1844. Marx, donc je vais essayer de vous livrer une explication linéaire. Marx affirme que l'augmentation de la productivité de l'ouvrier, l'augmentation de la productivité de l'ouvrier, c'est-à-dire le fait que l'ouvrier produit plus aujourd'hui qu'hier, avec la même quantité d'efforts et avec le même temps de travail, l'augmentation de la productivité de l'ouvrier n'a pas enrichi l'ouvrier, elle l'a appauvri. Pourquoi? Parce qu'elle a enrichi quelqu'un d'autre, qui est le capitaliste. Pour Marx, tout travail salarié, qui ne soit pas un travail de fonction publique, hein, tout travail salarié privé repose sur la spoliation, c'est-à-dire le vol, du travailleur. Alors comment ça se passe concrètement dans la pensée marxiste? Le surtravail, c'est le concept du surtravail. Le surtravail est la part de travail non rémunéré par le capitaliste et qui va justement enrichir le capitaliste. Donc en fait, comment une entreprise fait-elle du profit pour Marx? Elle fait du profit en rémunérant, euh, en ne rémunérant pas à la hauteur du travail le travailleur. Il y a une part du travailleur qui est non rémunérée, et c'est ça c'est ça qui enrichit le capital pour Marx. Et donc, Marx, et ça, je pense qu'on peut le voir de manière flagrante euh, dans des reportages sur ces villes-usines en Chine, pour Marx, plus l'ouvrier va produire des objets de valeur, et moins sa propre vie va en avoir. Alors, évidemment, l'ouvrier est incapable de s'offrir les richesses qu'il crée. Ranger ce portable que je ne saurais voir, comme dirait Molière. Impressionnant. On a affaire à des Jedi dans cette classe. Alors, euh, très clairement, donc, si l'ouvrier est incapable de se payer ce qu'il crée, ce qu'il produit, c'est qu'il est sous-payé, pour Marx.
Et donc, c'est dans ces conditions que va apparaître le phénomène de l'aliénation. Oui, Roderick. Ouais. Ouais. Non. C'est-à-dire certainement pas, en fait, certainement pas de manière proportionnelle par rapport à la valeur des objets qu'il produit, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que effectivement, l'ouvrier très spécialisé qui fera des sacs Vuitton sera certainement mieux payé, si vous voulez, que le tourneur-fraiseur de base dans n'importe quelle industrie automobile. Mais, en fait, sa vie aura quand même moins de valeur parce que avant que l'ouvrier qui produit des sacs Vuitton puisse se payer un sac Vuitton, ça lui prendra en fait beaucoup plus longtemps que l'ouvrier de base de chez Renault pour se payer une Renault. Exactement, par rapport à ce qu'il produit, sa vie aura d'autant moins de valeur. Voilà. C'est une question de proportion plutôt que de quantité absolue. Alors, c'est pour cela qu'il va y avoir, premier phénomène qui accompagne l'aliénation. L'aliénation, ça commence par une valorisation, une survalorisation du monde des objets par rapport au monde humain. L'ouvrier, dans une telle situation, va fétichiser l'objet qu'il produit, il va en être fier, ça va être toute sa vie pour lui. Ça, on le voit très très bien dans les vieux films où on est dans le milieu des ouvriers qui produisent des voitures. Les ouvriers sont fiers de ce qu'ils produisent. Mais l'ouvrier ne voit pas qu'il est dominé par l'objet qu'il produit. Dominé économiquement, puisqu'il n'en aura pas les moyens. Qui est le véritable propriétaire de la marchandise? Eh bien, c'est celui qui la vend, et non celui qui la produit, à savoir le capitaliste. D'où la souffrance, d'où la souffrance de l'ouvrier qui va être partagée entre deux sentiments, et c'est ça l'aliénation. Oui, exactement. Il le sent, mais il n'en a pas conscience. Okay. Il le sent dans sa chair, mais il n'en a pas conscience intellectuellement. Et au fond, tout le rôle du marxisme, c'est que l'ouvrier prenne conscience de sa condition. Donc, d'un côté, la fierté et l'adoration pour la marchandise produite, et d'un autre côté, la souffrance de l'ouvrier dans un travail qu'il ne reconnaît plus et dans lequel il ne se reconnaît plus. Alors, vous connaissez l'expression célèbre de Marx, la religion est l'opium du peuple. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Marx le commente bien dans ce texte, c'est d'ailleurs peut-être le seul passage lisible, je suis méchant, le seul passage lisible du texte. Je relis. Plus son monde intérieur à l'ouvrier devient pauvre, moins il possède en propre. C'est la même chose avec la religion, plus l'homme projette de choses en Dieu, moins il en garde en lui-même.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, pour Marx, au fond, Dieu est une création humaine, qui permet aux croyants de se décharger d'une partie de ce qu'il est sur Dieu, d'une partie de sa responsabilité en particulier. Donc en fait, c'est très rassurant, si vous voulez, pour n'importe qui a déjà regardé le ciel étoilé, de se dire qu'il y a un Dieu derrière tout ça. Et qu'on n'est pas totalement seul dans l'univers. Mais d'un autre côté, l'idée de Dieu va faire naître le sentiment de culpabilité chez le croyant. De ne pas être à la hauteur, en fait, du Dieu qu'il a créé. C'est l'idée de péché, de mauvaise conscience, qui est la conséquence, en fait, du Dieu qu'il a créé. Bah, c'est pareil d'une certaine manière avec le capital. L'ouvrier, c'est de la servitude volontaire au sens de la Boétie. L'ouvrier semble fier d'appartenir à ce système économique qui pourtant l'exploite. Pourquoi? Parce qu'il n'en voit pas les tenants et les aboutissants. Alors, histoire de la pensée communiste, enfin de la pensée marxiste, en 10 minutes. Marx pense que on va vers une époque de révolution, et en particulier là où le capitalisme s'est le plus développé, c'est-à-dire en Angleterre. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, Marx est convaincu que le système économique n'est pas rentable à terme, que les rendements vont s'effondrer, pour deux raisons. Je vous la fais brève. Premièrement, raréfaction des matières premières. Il y aura de moins en moins de matières premières à transformer, et donc c'est ce qui va expliquer un ralentissement de la production et l'effondrement à terme du système capitaliste. Et deuxièmement, ça va coûter de plus en plus cher d'augmenter la productivité. Les gains de productivité, en fait, sont trop peu importants par rapport aux investissements dans les machines servant à produire les objets. Alors, premièrement, premier facteur, Marx est à peu près gouré de 200 ans. Donc en fait, les crises de raréfaction des matières premières, c'est pas pour tout de suite. Enfin, cela dit, j'ai lu un article, pardon. Je crois que c'était dans The Economist, où les gars nous expliquaient que le taux de réussite d'un forage il y a 15 ans était de 50%.
Vous savez de combien il est aujourd'hui? 10%. Il va falloir vous mettre au vélo. Alors, donc, Marx pensait que en fait, les matières premières allaient se raréfier. Ça, c'est le cas, effectivement. En tout cas, très clairement, les énergies fossiles, ça commence à craindre. Mais bon, manifestement, je pense qu'il y aura d'autres, enfin, il y aura des alternatives énergétiques, dont le nucléaire fait partie, évidemment. Et l'hydrogène, surtout. Euh, le deuxième facteur, donc, c'est ça va coûter trop d'argent de perfectionner les machines pour gagner en productivité. C'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que on a augmenté la productivité de manière spectaculaire et exponentielle pendant tout le 19e siècle et pendant tout le 20e siècle. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter. À tel point que l'horizon, en fait, c'est ça qui est... Vous avez parlé de Benoît Hamon ou pas du tout? Benoît Hamon, c'est le candidat malheureux du Parti socialiste aux dernières élections présidentielles, à la dernière élection présidentielle. Mais Hamon avait l'immense mérite de dire la vérité, c'est-à-dire que les gains de productivité dans les sociétés industrielles fait que bientôt, il y aura 70% de chômage structurel. C'est-à-dire que là où on avait besoin de 10 bons hommes pour faire quelque chose, on aura besoin d'un seul bonhomme chez Google. Okay. On aura de moins en moins besoin de main-d'œuvre pour tout, et en particulier pour tous les métiers, on va dire, de middle management, c'est-à-dire de cadres moyens d'entreprise. Tous ceux pourquoi on fait des écoles de commerce, demain, ce sont des algorithmes qui vont le faire, ou c'est un Indien ou un Chinois qui le fera pour à peu près 6 fois le prix, 6 fois moins qu'un Européen. L'autre hypothèse de Marx, donc ça c'est, pardon, l'idée que le capitalisme s'effondrerait sur lui-même, c'est la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. La théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que tendanciellement, les entreprises capitalistiques feraient de moins en moins de profit pour ces deux raisons. Ces deux raisons qui ne se sont pas vérifiées ni du vivant de Marx, ni du vivant du regretté camarade Staline, etc., etc., etc. L'autre thèse de Marx, c'est que les économies capitalistes vont entrer très rapidement dans une crise de production, de surproduction. Quelle est la fonction de l'économie capitaliste? C'est de produire des biens, mais au bout d'un moment, toutes les populations sont équipées de ces biens, et une fois que ces populations sont équipées de ces biens, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir leur vendre? C'est le problème qui s'est rencontré un certain matin de novembre 1929, c'est le krach de 29. Le krach de 29, vous avez vu ça en histoire? Qu'est-ce que c'est que la crise de 29? C'est une crise de surproduction. C'est-à-dire que tous les Occidentaux sont équipés, tous les Occidentaux, tous les pays occidentaux sont équipés en trains, en infrastructures, en voitures, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vendre à des gens qui ont déjà acheté? Rien. Les productions s'arrêtent et
c'est un effet papillon, un effet domino, où toutes les économies du monde s'arrêtent les unes après les autres. Alors, il y a deux solutions à une crise de surproduction. La solution fordiste, donc du nom de Henry Ford, donc le premier gros producteur industriel de voitures aux États-Unis. Quelle est la... c'est très joli, mais ne faites pas ça chez moi. Les petits dessins. C'est mignon comme tout. Quelle est la solution de Ford? C'est l'inflation des salaires. Augmenter les salaires de ses ouvriers permettra à ses ouvriers d'acheter du Ford. C'est pas bête. C'est le serpent qui se mord la queue. Au moins un cycle de plus, un cycle économique de plus. Ça permet de faire accéder à la consommation un marché qui n'y avait pas accès. Au passage, je sais que je vais encore passer pour un machiste de première classe, mais pourquoi est-ce que l'industrie du tabac décide d'être soudain féministe dans les années 20 pour que la moitié de la population mondiale se mette à fumer? Okay. Donc, toutes les féministes vont être embauchées par l'industrie du tabac pour se mettre à cloper, alors que jusqu'alors, seules ce qu'on appelait pudiquement les femmes de mauvaise vie fumaient en public. Les femmes avaient pas, enfin, c'était un interdit social pour les femmes de fumer. On va voir des femmes de plus en plus fumer, notamment à Hollywood. Résultat des courses, il y a la moitié des consommateurs qui vont y aller, quoi. Et en particulier, et là aussi, je ne veux pas être ouvertement machiste, on va remarquer que, désolé mesdames, que les femmes sont beaucoup plus consommatrices, sont des consommatrices beaucoup plus compulsives que les hommes. Nous, on voit une chemise, elle nous va, on en achète 12. L'industrie de la mode, c'est le public féminin. Or, deuxième solution. Ah non, mais c'est totalement ça. Bah si. Je vous assure que le polo Lacoste n'a pas changé depuis 1930, alors que la collection H&M, si vous voulez, elle change à peu près tous les 4-5 mois. Et je ne vous parle même pas de ce que mes contemporaines parisiennes achètent, c'est-à-dire Cézanne, où il y a littéralement un changement du catalogue tous les 2 mois. Il faut absolument cette petite paire de sandales. Là, je pense que je peux avoir un procès. Balance ton porc. Le deuxième sortie de crise, mesdames, messieurs, deuxième sortie de crise possible pour une crise de surproduction, l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, ça consiste à produire construire un produit qui est structurellement défaillant pour qu'il soit remplacé de manière régulière. En fait, c'est l'industrie de la mode qui invente ça. Vous achetez un chemisier en étant persuadé que c'est la mode pendant 6 mois, et ensuite, il faut en racheter un autre. Mais globalement, les industriels vont reprendre le concept de l'obsolescence programmée, enfin, le concept de la mode, pour l'appliquer à la voiture, au micro-ondes, au four, au frigidaire, etc., etc. À l'iPod. On en est au combienième iPhone maintenant? Sincèrement, c'est ridicule. Sachant en plus que... On se tait. La vraie crise qui vous attend, les enfants, ce n'est pas la crise pétrolière, c'est la crise des métaux rares
Ça, vous pouvez oublier dans 40 ans. Il n'y en aura plus. Non, l'eau, l'eau, c'est pas grave, on peut mourir de soif. En revanche, je veux mon iPhone 47. C'est... Cela dit, bon, quand on voit les entreprises, les entreprises les plus rentables du CAC aujourd'hui, c'est Nestlé, hein. Et Nestlé, c'est le contrôle de la plupart des nappes phréatiques du monde. Oui, Nestlé, c'est pas Nesquik, hein. Et Coca-Cola, évidemment. Et Coca-Cola, c'est pas que Coca-Cola, c'est à peu près toute l'eau minérale au Proche-Orient, en Afrique, etc., etc. Oui, ça va loin. Alors voilà, j'en ai fini sur Marx. Euh, Nietzsche, et on aura fini sur le travail, et vous allez voir, Nietzsche, qui a une réputation plutôt droitière, a un discours extraordinairement critique, pour ne pas dire anarchisant, du travail. Nietzsche. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez allumer, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est l'automne éternel, quoi, ce pays. Nietzsche, oui. Alors, comme ça s'éternue, Nietzsche. Nietzsche. Un nom de famille qui donne envie d'envahir la Pologne, comme disait Woody Allen. Donc, le livre qu'on va lire, c'est Aurore. Et c'est le fragment 173. Nietzsche est un écrivain qui, on se tait, qui, après la naissance de la tragédie et certains essais qui s'appellent les considérations inactuelles, va écrire en fragments. Okay, c'est ce qui rend Nietzsche aussi agréable à lire, et le fait que ce soit un véritable écrivain ne gâte rien. Alors, je vous préviens, c'est toujours la même chose chez Nietzsche. Il y a 20% de violence et 80% d'ironie, quand c'est pas l'inverse. Donc, les apologistes du travail, dans la glorification du travail, entre guillemets, dans les infatigables discours sur la bénédiction du travail, entre guillemets, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et conformes à l'intérêt général, la crainte de tout ce qui est individuel. On se rend maintenant très bien compte à l'aspect du travail, c'est-à-dire de ce dur labeur du matin au soir, que c'est là la meilleure police, qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car, Roderick vous draguerez après, car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires et la soustrait à la réflexion, à la méditation, au rêve, au souci, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but minime et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille sans cesse durement jouira d'une plus grande sécurité. Et c'est la sécurité que l'on adore maintenant comme divinité suprême. Et voici, ô épouvante, que c'est justement le travailleur qui est devenu dangereux. Les individus dangereux fourmillent, et derrière eux, il y a le danger des dangers, l'individuum, l'individu. Alors, que nous dit Nietzsche dans ce texte? Nietzsche nous dit que la fonction sociale principale du travail, c'est de policer
la population, c'est-à-dire de la pacifier en l'abrutissant. Exactement, de la pacifier, de pacifier la population en l'abrutissant. Oui. Le travail épuise les forces de l'individu. J'ai envie de balancer une boule de bowling au milieu de la classe, là. Faire un strike. Vous allez vous calmer et vous concentrer un petit peu. Il reste 10 minutes à tout casser. Ne m'obligez pas à vous retenir 1 heure de plus, car je sais que vous êtes libre. Vous n'avez pas jusqu'où je peux aller dans mon masochisme vengeur. Fayotte. Ah bah c'est sympa ça. Alors, le travail rythme la vie. Il la rend régulière. Et c'est justement sur ce principe que repose ce que Nietzsche appelle, avec beaucoup d'ironie, la bénédiction du travail. La bénédiction du travail, c'est la domestication de l'homme. Quand je dis domestication, comprenez son abrutissement, son affaiblissement, son étiolement. Or, dit Nietzsche, qui n'est pourtant pas le premier gauchiste auquel on pense, Nietzsche dit que son époque est pourtant celle qui va considérer que le travailleur est dangereux, représente un danger. Alors je ne sais plus quel est le brillant jeune homme qui avait dit classe laborieuse, classe dangereuse. C'est une formule qu'on va retrouver sous la monarchie de Juillet. Non, la monarchie de Juillet, ce n'est pas Jacques Chirac, même s'il y a de ça. Robespierre est mort depuis 20 ans au moment de... bref. C'est un... Alors, de qui vient l'expression? L'expression apparaît pour la première fois sous la plume de qui? J'en sais foutre rien. Bon, bref, c'est une expression qui apparaît sous la monarchie de Juillet. Pourquoi? Alors, je ne sais pas, mais c'est probablement un bon bourgeois de Paris qui est à l'origine de cette formule. Classe laborieuse, classe dangereuse, c'est lié au fait que tous les mouvements révolutionnaires en France de la prise de la Bastille à la Commune. La Commune dont on doit se demander si la République doit célébrer le souvenir alors que c'est la République qui l'a exterminé. Ça aussi, il faudrait peut-être l'expliquer à certaines personnalités politiques. Donc, tous les mouvements révolutionnaires sont le fait des artisans et des ouvriers très qualifiés parisiens. Ça n'a jamais changé. Toutes les manifs, c'est le nord-est de Paris. C'est par chez moi, quoi. Entre Bastille et Nation. Autrement dit, du côté de la République.
au propre comme au figuré. Et donc, la solution qui apparaît dans l'esprit de la bourgeoisie, évidemment, les imbéciles, c'est encore plus de travail. Encore plus de travail. Fouettons encore plus nos ouvriers, ça les calmera. Or, je n'ai pas fini. 2 minutes. Or, c'est précisément dans le milieu ouvrier que va renaître la pensée de l'individu chez les anarchistes. Bon week-end.